Et des équilibres, chacun a peur. Alors l'État a peur de quoi? C'est un peu autre chose. Donc vraiment, ce sont c'est à Kinshasa les discours. S'il cesse de nous exhorter à la recherche, plan sommaire de la thèse, des résultats que nous avons trouvés dans le cadre de la recherche et notre conclusion. S'agissant de la problématique, je voudrais dire que trois questions principales constituent la problématique de la recherche. Premièrement, je dois noter que le contrat d'État est un contrat qui est signé par l'État et une personne privée étrangère dans le domaine de l'investissement international. Mais du fait de la nature différente des parties, on a d'un côté l'État, personne publique, sujet du droit international, et de l'autre, une personne privée, sujet du droit interne. La projection demande que la salle il y a eu au départ une controverse aussi bien doctrinale que jurisprudentielle sur le régime de droit applicable à ce contrat. Est-ce le droit international? Est-ce le droit international qui peut être appliqué à ce contrat? Et finalement, il y a eu des camps diamétralement opposés. Finalement, avec l'évolution des choses, cette controverse a été dépassée. Comment est-ce que cette évolution a joué sur le dépassement de cette controverse? Premièrement, par la volonté des parties qui peuvent décider du choix du droit applicable dans leur contrat. C'est vrai que les parties peuvent choisir le droit international. À ce moment-là, on ne parle plus du régime du droit interne. Deuxièmement, il y a également la pratique applicable, parce que la plupart des contrats d'État ont des clauses compromissoires et souvent on va à l'arbitrage, pas nécessairement. Et lorsqu'on va à l'arbitrage, on se rend compte que l'arbitrage international a une inclination lorsqu'on regarde la plupart des sentences arbitrales qui sont rendues dans le contentieux opposant l'État et les personnes privées étrangères, en l'occurrence l'investisseur privé. On voit qu'il y a sollicitation du droit international en termes de droit applicable. La troisième raison, c'est qu'il y a l'évocation de la coutume internationale, en particulier à travers les standards de traitement juste et équitable. Ce qui fait que de ce point de vue également, le contrat d'État s'internationalise. Mais il y a surtout l'endossement des engagements particuliers, contractuels des particuliers, par les traités d'investissement, les traités de promotion de l'investissement, qui font que le contrat est internationalisé. Donc, de ce point de vue, l'internationalisation du contrat d'État n'est plus contestée aujourd'hui. Seulement, il y a une doctrine, une opinion doctrinale qui continue jusqu'à ce jour à nier l'internationalisation du contrat d'État. Mais non plus par rapport à la Convention et à la coutume, mais cette opinion considère que les principes généraux de droit international ne peuvent pas permettre l'internationalisation de ce contrat parce que le contrat d'État ferait partie du domaine réservé de l'État. Alors, et c'est là notre première interrogation. L'interrogation est constituée à se demander quelle est la validité de cette thèse à l'état actuel du droit international. La deuxième préoccupation est en rapport avec la clause de stabilisation,
Cette clause a son fondement soit dans un contrat, tel que nous venons de le dire, contrat d'État, soit dans un traité international. Mais nous constatons que à ce jour, on compte plus de 3000 traités bilatéraux d'investissement. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, compte tenu de cette multiplicité des traités, est-ce qu'on peut considérer qu'à ce jour, la clause de stabilisation acquiert le statut de coutume internationale? Troisièmement, la clause de stabilisation, c'est une clause de limitation du pouvoir législatif de l'État, nous savons tous, et cela consiste à gérer l'application de la loi ou règlement vis-à-vis de l'État, vis-à-vis plutôt de l'investisseur qui est co-contractant de l'État. Alors, mais en même temps, nous savons que le pouvoir législatif est un pouvoir de l'État qui est d'ordre public. Lorsqu'un État fait en quelque sorte une exception à sa souveraineté sous l'angle législatif pour renoncer à ce pouvoir-là, est-ce qu'on peut considérer qu'en la matière, la clause, l'ordre public a toujours un caractère absolu? Voilà les trois interrogations fondamentales qui ont constitué la problématique de notre étude. Dans toute recherche, nous avons émis des hypothèses. La première hypothèse que nous avons émise, en rapport avec la première question, va être valable parce que le fait qu'il y ait une partie État dans ce contrat-là ne permet pas de justifier une méconnaissance quelconque du droit international, de l'application du droit international dans le contrat d'État. La deuxième hypothèse que nous avons émise, c'est celle de dire qu'effectivement, il y a plusieurs traités bilatéraux aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre d'États par rapport au nombre de traités, on peut être tenté de considérer qu'effectivement, il y a une opinion largement suffisante pour considérer que la clause de stabilisation est devenue une coutume internationale. Or, lorsque nous regardons le contrat, le nombre de ce traité-là et le nombre de traités qui contiennent cette clause, nous nous disons que la seule multiplication des traités ne peut pas suffire à considérer que la clause qui va être contenue éventuellement est devenue une coutume internationale. La troisième hypothèse, nous avons constaté dans les faits qu'effectivement, à partir du moment où il y a une certaine relativité, lorsque l'État, par sa souveraineté, et devant un certain nombre de projets de développement qu'il s'assigne ou qu'il détermine, essaie de faire une exception à l'ordre public qu'il détermine et qu'il définit. Nous considérons qu'à ce moment-là, en ce qui concerne la stabilité juridique, l'ordre public a un caractère relatif. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons opté effectivement à des méthodes. Et la méthode que nous avons, la première méthode que nous avons adoptée, c'est la méthode de la théorie à la du droit. Cette méthode a pour vocation de s'interroger sur la place d'un concept dans l'ordre public international et de la manière dont la règle juridique fonctionne au sein de cet ordre public international. Nous avons examiné, ou en tout cas exploité cette méthode sous l'angle objectiviste et critique. Sous l'angle objectiviste, en fait que tout en tenant compte de la volonté des États jusqu'à sa constitution en termes de sources du droit international, parce que c'est un sujet de droit international et donc nous faisons recours aux sources de droit
internationale. Donc, on vérifie si la stabilité juridique, les clauses de stabilisation, le contrat d'État ont une existence en droit international. Alors, mais nous ne sommes pas limités à ce positivisme volontariste. Nous avons essayé d'aller au-delà pour examiner cette méthode de théorie analytique du droit sous l'angle du criticisme. Sous cet angle, il est question de tenir compte des phénomènes politiques et sociaux pour appréhender les phénomènes de droit qui s'intéressent aux contradictions qui président à la création d'une république. Dans le cas d'espèce, nous l'avons dit au départ, la controverse qui est née dans ce qui concerne le droit applicable vient de la controverse de la différence de la nature juridique de partie, l'État et la partie privée, l'investisseur privé. Et lorsque on regarde leur motivation, aussi bien de l'État que de l'investisseur, il y a des choses qui vont au-delà du simple droit applicable. Il y a des motivations d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre économique. Et donc, pour comprendre cela, il faut aller au-delà du simple droit tel qu'il est posé. Après cela, nous avons aussi utilisé la méthode documentaire, essentiellement sur les traitements de texte. Nous avons examiné les différents traités, nous avons examiné également la Constitution, les lois, les règlements, la doctrine, le recueil de jurisprudence, ainsi de suite. Le plan de notre thèse, je veux dire que notre thèse est divisée en deux parties. La première partie porte sur le rapport entre stabilité juridique et contrat d'État. C'est une interrogation que nous avons posée. Est-ce qu'une connectivité nécessaire ou non? Cette partie a deux titres. Le premier porte sur le regard des données théoriques constitutives du contrat d'État. Et le deuxième titre porte sur le rapport de la stabilité juridique et de la doctrine du domaine réservé de l'État à l'internationalisation du contrat d'État. La deuxième partie porte sur le mythe des sources de la stabilité juridique en droit international. Cette partie a également deux parties, deux titres plutôt. Le premier titre porte sur l'examen des constitutions épistémologiques de la théorie de la stabilité juridique, tandis que le deuxième titre porte sur l'interaction de la stabilité juridique avec l'ordre public et le droit international. Nos recherches ont abouti au résultat suivant. Premièrement, l'argument du domaine réservé de l'État, comme nous l'avons dit, réfère insidieusement au principe des rattachements du contrat au droit national. Cette conception est déjà dépassée et la théorie du domaine réservé de l'État par nature est à ce jour rejetée rigoureusement en droit international. Donc, aussi bien les fondements de la motivation de l'opinion que nous contestons, à savoir la référence au droit national et également prenant l'appui qui est la théorie du domaine réservé de l'État, sont aujourd'hui dépassées. Par conséquent, cette thèse n'est pas valable. Le deuxième résultat, c'est que nous avons essayé d'examiner les traités bilatéraux qui existent. On en a dénombré, je crois, 2464. Et lorsque vous examinez ces traités bilatéraux d'investissement, vous vous rendez compte que ceux qui contiennent la clause de stabilisation sont largement minoritaires. Ils sont au nombre, ça fait 11 ou 12%. Alors, à partir de ce moment-là,
que, étant donné qu'en droit international, c'est le principe de la majorité qui préside à la décision de savoir si une règle est devenue internationale et que dans le cas d'espèce, nous nous rendons compte que les effets qui contiennent les clauses de stabilisation sont largement minoritaires. Le contrat de la clause de stabilisation est devenue une coutume internationale, en tout cas sur une masse conventionnelle. Et enfin, au terme de résultat, nous avons considéré qu'au regard du principe de la souveraineté de l'État, et d'ailleurs il y a un des grands doctrinaires qui disait que la souveraineté, le fait pour l'État de limiter lui-même sa propre souveraineté, n'est autre chose que l'expression de cette souveraineté. Or, lorsque nous voyons que pour certains objectifs qui s'assignent, l'État, puissant de sa souveraineté, limite sa propre souveraineté, en l'occurrence la souveraineté exécutive, c'est que c'est une exception qui rend son ordre public relatif. En conclusion, nous disons que toutes les sources essentielles du droit international, à savoir la Convention, la politique sont susceptibles d'assurer l'internationalisation du contrat d'État. Deuxièmement, l'élévation possible de la clause de stabilisation au rang international sur une base conventionnelle n'est pas fonction du nombre de conventions, mais plutôt de la préposition de ce clause dans la majorité de ce traité. Dès lors, on peut dire qu'il n'y a pas de clause de stabilisation par présomption, il faut qu'ajouter la clause se retrouve dans un contrat ou dans un traité où on considère que cette clause existe. Et notre dernière conclusion est de considérer que, en matière de stabilité juridique, la relativité de l'ordre public participe de la nature même du modèle contractuel. Il s'agit d'une concession qui est exceptionnelle faite par l'État sur fond de contrepartie, bien entendu, et vis-à-vis de son co-contractant qui est la personne privée étrangère. Telle est la substance de ma thèse. Je vous remercie, ce professeur membre de jury, pour votre attention. Je me mets à votre disposition pour... Sans plus tarder, je vais passer la parole pour la tour au membre du jury en commençant par le professeur. Vous racontez. Je voudrais remercier la faculté de droit, le département de droit international, le droit international public, si l'on pour m'avoir proposé à l'autorité attitrée, afin que je puisse faire partie de l'évaluation de cet important travail scientifique. Le travail qui m'a été soumis pour lecture est intitulé Stabilité juridique dans le contrat d'État de droit international. Pour toujours, la hiérarchie donc au jury. Et les candidats de venir, nous avons encore longuement discuté. Mais j'ai trouvé que dans la dissertation présentée par l'intervenant Okitonembo Uchonguta, que cette dissertation recouvrait beaucoup de valeurs sur le plan scientifique. Si bien que les aspects épistémologiques, méthodologiques, ont été très bien décryptés. Et je crois que nous l'avons suivi religieusement dans la présentation de cette dissertation. On peut se rendre effectivement compte que ces aspects-là ont été pris en compte avec beaucoup plus de sérieux. Il y a aussi des aspects déontologiques et même ontologiques de son étude. Mais c'est Laurent Okitonembo a présenté un travail
qui fait un effort de ressortir les droits internationaux comme faisant partie de la société internationale, à même de stabiliser les rapports juridiques entre les personnes physiques, les personnes morales du droit privé et les États. Dans ces analyses, l'auteur démontre comment la stabilité juridique repose sur les dispositions légales ou contractuelles de stabilisation imposant à l'État de ne pas exercer plutôt pleinement son pouvoir législatif. Voilà où je voudrais, M. le Président du jury, poser des petites questions à l'intervenant par rapport effectivement à cette notion de l'ordre public interne et l'ordre public congolais. Effectivement, nous savons qu'il y a supériorité du droit international par rapport à des exigences internes, si vous voulez, par rapport au droit interne. Mais la notion des droits, disons la notion de l'ordre public, est une notion vaste qui comprend une dimension politique, une dimension économique et même une dimension sociale. Dans le cadre des contrats que vous étudiez, où situez-vous l'ordre public congolais? En d'autres termes, quel est le contenu de l'ordre public congolais que vous avez essayé de situer dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'application des contrats au niveau international? Bien sûr, vous avez évoqué la notion du pouvoir législatif, mais s'il faut circonscrire votre démarche du point de vue de l'ordre public économique, quelles peuvent être les conséquences de pouvoir inférioriser au regard du droit, bien entendu, la dimension de l'ordre public national, de l'ordre public congolais? La deuxième petite préoccupation relève notamment du contenu de la théorie de l'internationalisation du contrat d'État. Quel est finalement le contenu de la théorie d'internationalisation du contrat d'État que vous avez expliqué tout à l'heure? Est-ce que cette théorie a effectivement un contenu? Et surtout quand vous utilisez la méthode où vous associez la théorie, je me pose la question de savoir comment est-ce que vous avez été capable d'opérationnaliser la méthode que vous avez utilisée. En d'autres termes, comment avez-vous été capable de récolter toutes ces informations que vous présentez dans le cadre de cette dissertation, rien qu'à partir d'une vision théorique qui n'est pas essentiellement fondée sur une approche méthodologique de production des données. Une dernière préoccupation. Vous avez déploré une chose, en fait. Vous avez dit l'opinion par rapport à la connaissance du contrat d'État du point de vue international, cette opinion est intervenue au niveau national de manière tardive. Je ne sais pas si vous avez conçu un modèle de processus ou soit un modèle de socialisation à même de permettre aux acteurs intéressés de s'auto-approprier cette démarche afin de résoudre le problème de cette ignorance ou de cette connaissance tardive de la dimension des contrats d'État du point de vue international. Si je pose cette question, c'est parce que vous avez donné l'exemple du code minier qui a été beaucoup plus médiatisé. Et vous avez même noté qu'il s'agissait, si je ne m'abuse, d'un certain patriotisme qui a fait que finalement les acteurs puissent aussi s'intéresser à cette question-là. Est-ce que vous avez un projet de socialisation permettant aux acteurs
de s'auto-approprier cet aspect des choses. Les autres observations, je ne reviens pas, ce sont des observations de force. J'ai eu à vous le dire quand vous êtes venu me déposer l'exemplaire définitif, disons. Il y a eu des choses qui n'ont pas aussi bien marché, mais ce sont des petites choses, nous y reviendrons peut-être même au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Monsieur Okouteven, vous avez la parole et je compte que le professeur va parler pendant 7 minutes, 53 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, j'ai noté les 3 questions du professeur Moussao. La première question porte sur ce que vous considérez comme étant le rapport entre l'ordre public international et l'ordre interne dans ces aspects économiques. Que j'ai retenu en substance de la question. Eh bien, la réponse à cette question est que, comme vous l'avez dit, l'ordre public est défini de manière générale comme un ensemble de valeurs. Ça peut être des valeurs sociales, des valeurs économiques, des valeurs politiques, qu'une société, quel État considère comme étant des valeurs importantes auxquelles on ne peut pas interroger. Et dans le cas d'espèce, pour prendre l'aspect de l'ordre public économique, c'est qu'il y a des rapports, il y a des valeurs que l'État peut considérer comme étant importantes, de telle sorte que aussi bien les citoyens, l'État lui-même à travers ses différents organes, ne peuvent pas y déroger. Mais lorsque on se retrouve au niveau international, au niveau de l'ordre public international, vous l'avez dit vous-même, l'ordre public international l'emporte sur l'ordre public interne. Et l'État, lorsqu'il prend des engagements, signe des contrats avec les privés, aussi des traités de coopération avec d'autres États, c'est en considération de son ordre public. Et lorsque ces traités ou ce contrat a un objet économique, il va vérifier à travers son ordre public économique qu'est-ce qui doit être, quelles sont les choses auxquelles il ne peut pas déroger ou les autres ne peuvent pas déroger. Dans la négociation et la signature de contrats d'État, le contrat d'État, comme tout contrat, doit respecter l'ordre public, parce que l'ordre public est une des conditions de validité de ce contrat. Et lorsqu'il y a des aspects économiques, eh bien, l'État doit également respecter ses valeurs de l'économie en rapport avec ce contrat. Maintenant, c'est là où la stabilité juridique intervient, lorsque l'État lui-même, dans sa souveraineté, c'est l'État qui définit ce que c'est pour lui une valeur importante pour la considérer comme étant de l'ordre public. Mais il considère par exemple que dans la négociation du contrat d'un contrat, et que ce contrat est important, et que par rapport aux objectifs qu'il s'assigne, il pense qu'il peut renoncer, ou en tout cas limiter son propre ordre public au regard des fins qu'elle poursuit, à ce moment-là, cet ordre public économique peut être dans la publicité. C'est ce que nous sommes en train de dire. La deuxième question, c'est celle de savoir